Bonjour à toutes, bonjour à ceux qui regardent le replay sur YouTube. On fait un petit numéro dont on refait les médias en cette fin de semaine. On avait déjà fait en début de semaine lundi. Il se trouve que il y a eu pas mal d'actualités médias cette semaine. Ça se bouge. On avait prévu un énorme mercato et ce mercato il est en train de se confirmer. On voit bien que c'est en train de bouger comme pas possible. Il y a plein de nouveautés qui sont en train d'arriver dans les médias. C'est en train de s'agiter. On voit clairement qu'il y a une tendance à vouloir la nouveauté, notamment du côté de M6, notamment du côté de France Télévisions. Il y a vraiment des grosses tranches, des grands événements, des grands moments, des gros rendez-vous qui vont évoluer. On va en parler ce soir. On va prendre un peu la température des médias. On voit qu'il y a plein de choses qui s'activent. Je pense qu'on va avoir pas mal de nouvelles émissions qui vont arriver, des nouveaux incarnants. Il y a aussi, voilà, des polémiques. Il y a eu des échanges qui montrent aussi ce que peut être les médias aujourd'hui. Avec des plumes, on voit là que Sophia Aram, mais voilà aussi le fonctionnement des médias, le fonctionnement du journalisme. Toujours cette idée aussi d'expliquer les médias par la fabrique de l'information, faire une forme d'éducation aux médias en répondant à vos questions. Je pense que ce soir, il n'y aura pas de tier list, il n'y aura pas de quiz, on a un énorme programme qui nous attend. On débutera du coup avec la chronique de Sophia Aram dans Le Parisien qui a amené à un communiqué du SDJ, une réponse ensuite par la suite des journalistes du Parisien. Une information de Mediapart qui soupçonne Canal+ de forcer ses abonnés à regarder ces news. Et ça, c'est assez affolant. Donc ça, pareil, on va jeter notre regard dessus. Évidemment, on parlera du sujet de la semaine, du visage qui incarnera le 20h de France 2, donc Léa Salamé. On se questionnera aussi sur tous les impacts qu'il y aura autour du départ de Léa Salamé vers le 20h de France 2, et puis surtout le départ de la matinale de France Inter, et qui va pouvoir le suivre. Est-ce que Nicolas Demorand va quitter ou non la matinale de France Inter? Donc ça va être ça, on va aussi avoir ça au menu aujourd'hui. Saya Braclia qui quitte France Info, en tout cas son rendez-vous important. On a déjà le nom de son remplaçant. On reviendra sur cette information aussi de Mediapart, ces stagiaires de seconde qui sont retrouvés bloqués au rez-de-chaussée en raison de la présence de Jean-Marc Morandini dans les studios. Donc ça, pareil, ça fait réagir. Et oui, armée napoléonienne, on va parler médias ce soir. Autre sujet, Augustin Trapenard qui est en route vers RTL, et c'est aussi l'occasion de s'intéresser à la construction de la grille de RTL, comment RTL a vocation à redevenir une grille compétitive. On aura également Marie Portolano qui arrive en access sur France 4, son grand retour à la télévision, ce qu'elle vient proposer, les enjeux qu'il y aura dessus. Évidemment, on évoquera Rachida Dati en guerre contre Delphine Arnaud, contre France Télévisions, contre Complément d'enquête. Pourquoi est-ce qu'elle est mécontente? En quoi cet événement, ce fait média, raconte aussi le fonctionnement du journalisme en France, la liberté de la presse, et on se fera un petit point en fin de live sur ce qui peut nous attendre encore de ce mercato. Est-ce qu'il y a des choses qui nous attendent? Est-ce qu'il y a des événements qu'on va pouvoir aborder? Donc tout ça, ça va être vraiment le programme de la soirée, donc qui est très très riche, une journée très très riche. Je sais, je me doute que vous êtes peut-être dehors, vous êtes peut-être en train de profiter aussi de cette chaleur en famille, donc voilà. Mais si certains veulent passer la soirée avec nous, avec moi, avec vous, pour parler médias, c'est l'espace pour ça. C'est un espace où on va pouvoir débattre. Salut Béatrice. On va pouvoir échanger, on va pouvoir s'intéresser, chacun aussi va avoir des opinions dans le cadre de la loi évidemment, mais sur ces mouvements, sur ces nouveautés qu'on a dans les médias, et, euh, et je pense que ça sera plutôt intéressant. On va commencer du coup maintenant, tout de suite. On va évoquer le cas de Sophia Aram. Donc, il faut remettre le contexte dans son contexte. Sophia Aram, ça fait déjà quelques années elle est présentée comme quotidienne humoriste, mais qu'elle prend des positions très engagées sur des sujets très divers, et souvent en opposition avec le NFP, en tout cas ce qui ressemble aujourd'hui au NFP, à la gauche,
Elle est clairement en opposition avec la France insoumise et elle le fait savoir à travers ses billets sur France Inter, mais aussi son billet qu'elle a tous les dimanches euh, au sein du journal des colonnes du Parisien. Et donc, ce dimanche, dans les colonnes du Parisien, elle a fait cet article-là qui s'appelle People Boat. Donc c'est un article, c'est une sorte de chronique qu'elle a faite dans laquelle elle revient sur le bateau, la flottille pour la liberté, dans lequel il y avait notamment Greta Thunberg, Monsieur Rima Hassan et plein de personnes qui voulaient se rendre à Gaza et qui n'ont pas pu se rendre jusqu'à Gaza. Ils ont été interceptés par l'armée israélienne et chacun a été renvoyé dans son pays. Et donc, euh, Sophia Aram fait un billet où elle se moque de Greta Thunberg, de Rima Hassan, les faisant passer vraiment plus pour des people, qualifiant Greta Thunberg de Miss Chris Prowse, qui rejoue une sorte de Titanic à la proue du yacht, une Lady Gaza, donc vraiment en faisant plus des petits jeux de mots comme ça, et se moquant d'eux en disant qu'ils prennent un bol de quinoa, qu'ils prennent des selfies, qui se font des plaisanteries. Donc vraiment à essayer en qualifiant le bateau de cirque Pinder. Donc autant vous dire que voilà, ce papier, il y va complètement, il annonce vraiment la couleur. De toute façon, Sophia Ram ne l'a pas caché, elle est plutôt sur une ligne pro-israélienne dans ce conflit-là. Et il est ressenti aussi dans les colonnes du Parisien. Le souci, c'est que ce papier, cet article, a heurté auprès des journalistes du Parisien. Pourquoi? Parce que les journalistes du Parisien passent leur temps à essayer d'informer leurs lecteurs sur une situation qui touche au-delà de la France, mais vraiment à l'international, où il y a actuellement un désastre quand même, on est sur des terrains de guerre. Et donc, tout leur travail peut parfois être résumé par une chronique qui pourrait engager le journal et qui pourrait être un impact. Et donc, on a eu un communiqué de la SDJ, donc la Société des journalistes, c'est pas un syndicat, c'est les représentants. Alors là, on le voit mal, mais je vais vous le lire. Les représentants en fait du journal le Parisien. Donc son bureau, qui est compris que de journalistes, a découvert avec consternation, donc ce dimanche 15 juin, la dernière chronique de Sophia Aram intitulée People Boat à propos de la flottille de la liberté pour Gaza, ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, ce qui tiennent quand même à souligner, c'est que sur le fond, l'autrice est évidemment en droit d'exprimer publiquement son désaccord et son indignation quant à cette opération. Donc ça, en effet, ça peut mener à des débats, à des interrogations. Euh, on peut, voilà, c'est chacun a son opinion concernant cette opération-là. Et ça, ce que la SDJ dit, ce que les journalistes du Parisien disent, c'est qu'on a le droit de faire ça. Mais c'est sur la forme que ça pose problème pour eux, sous la forme. Outre qu'elle aborde la tragédie de Gaza avec une légèreté qui interroge, parce qu'il ne faut pas oublier que Gaza, ça reste quand même des milliers de morts, au-delà du combat entre le Hamas et Benjamin Netanyahou, euh, il se passe quand même des morts qui visent des hôpitaux, qui visent des familles, des enfants, des civils. Et donc c'est vrai que tourner ça en dérision peut être assez choquant pour ces journalistes qui, eux, font en plus un travail de terrain pour essayer d'informer au quotidien, surtout que informer sur un territoire à Gaza est extrêmement compliqué pour les journalistes, puisque l'accès même à Gaza est compliqué. Il n'est pas donné par les Israéliens qui leur disent non, n'y allez pas, c'est trop dangereux pour vous, parce que on est sur un modèle qui est assez virulent. Et donc, je poursuis. Pour la SDJ du coup du Parisien, Sophia Aram franchit selon eux au moins une ligne rouge, ce dont nous tenons à nous désolidariser formellement, puisque dans son texte, Greta Thunberg est qualifiée de Miss Chris Prowse et l'opération rebaptisée des Waza pour Gaza. Donc Waza, c'est des sortes de bateaux. Euh, donc déjà, pour eux, même si c'est un trait d'humour, ils jugent pas très inspiré de ramener une personne à son origine pour la discréditer. Ils expliquent que les Suédois ne font pas exception. Est-ce qu'on pourrait imaginer un seul moment qu'un auteur rémunéré par le Parisien vienne à surnommer un Mexicain Mister Tacos, un Marocain Mister Couscous, une Espagnole Miss Paella, et voilà, ils estiment que le caractère raciste de ce propos de Miss Chris Prolls, pour eux, il ne fait aucun doute. Donc il est là en fait le point qui est indiqué
par les journalistes du Parisien. Et il s'arrête pas là. Il rajoute que les blagues dérangeantes ont certainement leur place dans des émissions, des publications satiriques. Voilà, on peut les retrouver dans Charlie Hebdo, on peut les retrouver éventuellement à l'époque dans les Guignols. Nos lecteurs, dont nous répétons aujourd'hui qu'ils ont été insuffisamment informés dans nos colonnes du drame qui se joue à Gaza, et c'est aussi qui est plutôt intéressant de la part des journalistes, c'est que ils ont fait leur propre autocritique sur leur couverture du conflit. Ils estiment que pour eux, ils n'ont pas assez informé, ou en tout cas, ils l'ont fait de manière insuffisante, leurs lecteurs. Et ça, je trouve que c'est une sorte de mea culpa qui est pour le moins intéressant. À cela, il faut ajouter que pour eux, leurs lecteurs sont en droit d'attendre autre chose d'un journal d'information de qualité, lequel écrit en titre au lendemain de la chronique de Sophia Ram que le Proche-Orient demande de la nuance. Pour eux, c'est ironique. Demander de la nuance sur ce qui se passe au Proche-Orient alors que la chronique de Sophia Ram est loin d'être nuancée. Donc on est sur ce rapport qui est pour le moins voilà, un peu distendu, qui peut paraître un peu surprenant. Ils poursuivent. Nous osions espérer que le tollé provoqué en 2020 par l'édito des baguettes, amalgamant la pandémie de Covid-19 et la restauration asiatique, nous prémunisse contre ce type d'incident qui génère un sentiment de honte chez nombre de nos collègues. Manifestement, il n'en est rien. Pour rappeler, salut l'artiste, ce n'est pas un mea culpa, ce sont des lâches. Ouais, je comprends pas ce que tu veux dire. Si, en tout cas, c'est pas une sorte de mea culpa. Ils reconnaissent quand même que ils ont insuffisamment informé sur le drame à Gaza. Là, ce qui est intéressant, je reviens sur il parle du tollé en 2020. Pour recontextualiser, en 2020, il y a eu un édito dans les colonnes euh, il y a un édito dans les colonnes du journal qui expliquait en fait qui faisait des allusions au fait que la communauté chinoise, la restauration asiatique, aurait un lien avec l'évolution de la pandémie. Donc en fait, c'était clairement un, un édito raciste et donc anti-communauté asiatique qui paraissait facile. Il parlait, je crois, de fièvre jaune ou quelque chose comme ça, et qui, pour le coup, est est plutôt grave, en fait, comme propos. Et donc ça, c'était en 2020, c'était remonté déjà très très haut, et ça a déjà fait polémique au sein de la rédaction. Là, il rajoute du coup la SDJ. Aujourd'hui comme hier, le racisme, qui est un délit, n'est pas tolérable dans le Parisien. Nous exhortons la direction de la rédaction à la plus grande vigilance sur ce point. Et donc, il demande, alors que notre journal fait face à un plan d'économie qui réclame des efforts à l'ensemble des services, nous réclamons également la suppression de ces chroniques dominicales, lieu trop souvent de règlements de compte qui n'intéressent pas nos lecteurs et de partis pris idéologiques doublés d'obsessions personnelles qui ne reflètent pas la diversité de leurs opinions. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que pour la première fois, la SDJ demande même de faire sauter ces chroniques-là qui pourraient perturber même le travail des journalistes et qui, pour eux, représentent plus des règlements de compte que vraiment des bas d'opinion et des partis pris idéologiques qui seraient en plus une obsession personnelle, puisque pour eux, Sophia Aram aurait une obsession personnelle par rapport à ça. Barbosa, alors je vois pas pourquoi tu dis ça, que dit que les journalistes en France, 90% sont payés pour mentir et ça leur plaît. Je ne le pense pas. Je pense que tu réduis peut-être les éditorialistes aux journalistes de rédaction qui rencontrent pas mal de personnes. Le traitement médiatique du massacre de Gaza en France est digne de la Corée du Nord. Ah ouais, Corée du Nord carrément pour toi, l'artiste. En tout cas, ce qui est certain, et c'est un vrai mea culpa de la part du Parisien dans ce communiqué-là, c'est de reconnaître qu'ils ont insuffisamment informé leurs lecteurs concernant la situation à Gaza. Et en fait, même si en effet, il y a dû avoir, pour eux, ils ont dû reconnaître une faute, ils le reconnaissent. Ils sont pas dans une forme de déni. Et ça peut intéresser quand même sur du coup le traitement qu'ils vont en faire à l'avenir. Sans surprise, notre chère Sophia Ram a répondu sur X. Elle a répondu, elle a réagi. 20 mois après, quelle hypocrisie. Bah là, c'est surtout sur la chronique de Sophia Ram qui réagissent. Et après, de toute façon, ce mea culpa, ils n'avaient pas à le faire publiquement. Ils ont dû s'en rendre compte ensemble, Mathias, dans leur rédaction. J'essaie de faire aussi de les défendre. J'y étais pas, je suis pas avec eux, je représente absolument pas le Parisien. En revanche, il y a une forme de confraternité que je dois avoir avec eux et qui est aussi importante de pouvoir
montrer, et je tente d'expliquer aussi comment ça fonctionne, c'est que il est parfois difficile d'aborder les sujets comme on le veut, et je pense que beaucoup de journalistes doivent estimer que la couverture médiatique qui aurait dû être faite de Gaza était insuffisante et voire même manquante parce qu'il manquait aussi de matière sur le terrain, des journalistes aussi qui ne pouvaient plus travailler sur place ou même qui sont décédés sous les bombes. Il y en a eu plusieurs et ils ont été évoqués. Et c'est quand même important pour moi, je pense, d'avoir un écrit où c'est indiqué le fait que certains journalistes soient absents. Donc Sophia Aram, elle répond au communiqué de la SDJ que je viens de vous lire. Et elle, du coup, elle les appelle les offensés chroniques. Il y a eu environ 200 journalistes tués à Gaza. Où sont passés les manifestations journalistes Non, mais je suis assez d'accord avec toi, l'artiste, là, sur le coup. On devrait tous être émus, mais à l'international, en tout cas dans tous les pays où la liberté de la presse existe, il faut rappeler justement que des journalistes sont morts en faisant leur métier, sont morts en étant juste palestiniens, et en étant sur ce territoire, et au prix de leur vie, on a eu des informations très peu d'informations, mais des informations quand même. Et en effet, l'artiste, c'est très bien de le rappeler et c'est assez compliqué. Honteux le traitement qu'il y a eu sur la flottille La Liberté, dit Creepy. Euh, En effet, il y a eu des débats très divers. Après, ce qui est assez important, c'est ne pas se faire aspirer par ces médias de ligne très droite traditionnelle ou ultra-droite ou extrême droite, qui, eux, ont justement eu un traitement médiatique ultra virulent et qui ont tendance un peu à aspirer l'opinion qu'on peut se faire des médias. Parce que par exemple, un Pascal Pro, une tranche de CNews, peut donner le sentiment que ce sont la manière dont les médias réfléchissent par rapport à ce traitement médiatique. Là où, en réalité, il y a eu quand même un travail de plusieurs médias et tous les médias n'ont pas pointé du doigt cette flottille à liberté. Mais on a tendance, nous, en tant que citoyens, en tant que lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, à retenir aussi ce qui nous choque. Et en effet, il y a une partie qui était choquante. En revanche, il y a toute une partie qui nous a permis aussi d'être au courant de ce qui s'y passait. Et donc, c'est aussi le travail de journaliste d'en avoir parlé et de pointer le fait que, par exemple, l'arrestation de la flottille à liberté était pour le moins illégale sur le droit international. En lisant le tweet de Sophia Aram, on se rend compte que cette personne est cinglée, dit Mathias. Bah, on va regarder ça. Consciente que le racisme anti-suédois, comme tous les racismes d'ailleurs, ne saurait avoir sa place dans les codes du Parisien, je présente mes plus plates excuses à tous les Suédois qui auraient pu se sentir offensés par mes propos. C'est dingue parce que on sent l'ironie qu'elle met dans son texte et c'est pas, elle devrait même pas dire ça. Bref, aucun Suédois ne devrait jamais avoir subir la violence d'être associé à un Chris Pauls, comme aucun Français ne saurait souffrir d'être à nouveau associé à une baguette, aucun Marocain à un tagine, aucun Espagnol à une paella. Plus jamais de message, je dis stop. Bon, c'est absurde. Elle n'a pas compris le message. Elle n'a pas compris que justement, ce qui a pu choquer, c'est l'utilisation de certains termes en fonction de leurs origines. Parce que elle, si on l'avait résumée à ses origines, en la tournant en dérision, elle aurait crié au scandale. Euh, Si on avait appelé un... Merci l'artiste de me suivre. Si on avait appelé un juif ou un Israélien Rabbi Jacob, je pense qu'elle serait montée au credo. En fait, ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est le deux poids, deux mesures qui est quand même, qui peut être quand même pour le moins assez grave. C'est que réduire une personne à un cliché ou à une marque de son pays, c'est vu comme du racisme. Mais c'est pour ça que la SDJ est montée au créneau comme ça. S'il m'est déjà arrivé de m'énerver en lisant la notice d'un meuble Ikea, oh là là. Je jure qu'en dehors de cette regrettable chronique, je n'ai jamais manqué de respect au peuple suédois pour qui j'ai la plus grande profonde estime. Ridicule. En fait, c'est ce qu'elle fait tout le temps. Enfin, concernant, alors, je vais pas vous lire le truc sur la Suède, c'est ridicule. Enfin, concernant la légèreté avec laquelle j'aborde la tragédie de Gaza, je plaide le malentendu. Mon intention dans cette chronique était de dénoncer le cynisme avec lequel une flottille armée de quelques influenceuses et financée par un proche du Hamas a fait semblant d'apporter un paquet au hasard, là j'ai le droit, des restes de quinoa et une boîte de serviettes hygiéniques au moment où les Gazaouis traversent une effroyable tragédie. Salut, pourquoi Sophia Aram, c'est une humoriste éditorialiste, militante. Je suis également d'accord avec le fait que l'on ne parle jamais assez de Gaza, ni de toutes les tragédies dont on parle encore moins d'ailleurs, sans que cela n'émeuve personne. Je pense au Darfour, au Soudan, au Yémen, au Ouïghour. Amitié, Sophia. N'hésitez pas à me dire si une demande d'adhésion de ma part à France Insoumise permettrait de calmer la meute. Incroyable. Bon. Au Congo, évidemment.
tout à fait l'artiste. Bon, je sais pas ce que vous pensez du coup de Sophie Aram, de ce sujet-là. Euh, c'est comme des prises de position qui sont toujours un peu gênantes. Elle dit oui, on parle pas assez, on parle pas assez. Il faudrait que je parle de ci, il faudrait que je parle de ça. Par contre, c'est aussi elle qui parle énormément de la situation en Israël-Palestine. C'est elle qui prend la décision d'en parler. Elle pourrait parler d'autres sujets. Elle est censée aussi être humoriste, donc elle n'est pas obligée de se focaliser tout le temps dans un couloir. Elle prend sa décision, elle en a 100% droit. En France, il y a une liberté d'expression, et il faut la protéger. Elle a le droit de le faire. Par contre, c'est la redondance et on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Et ça, Sophia Aram, c'est essentiel qu'elle s'en rende compte. Non, je sais qui est Sophia Aram, qui n'est pas humoriste, mais je me demandais si c'était son texte. Oui, oui, c'est son texte, ouais. Excuse-moi, pourquoi? Oui, c'est son texte. Congo, je crois que ça fait 30 ans, c'est affreux, la Palestine est encore pire. Tout à fait, le Congo, ça fait un moment qu'ils subissent. Euh, Après, voilà, faut dire la vérité, ce conflit israélo-palestinien, il s'est aussi installé en France. Il divise une partie de la population et c'est assez important. J'ai interviewé Sofia il y a 1 mois et demi pour un journal très sympathique, mais ses positions. Ah ouais, Nino, ça t'a un peu, c'était choqué. Moi, ce que j'explique toujours, c'est qu'elle a le droit à une liberté d'expression, mais aussi elle a pas le droit de dire tout et n'importe quoi en fonction des personnes. Alors, Iron Pyro, ce que je vais te dire, je comprends le choc quand je dis liberté d'expression, c'est que si elle a le droit à la liberté d'expression, il est essentiel aussi de donner la liberté d'expression aux personnes qui sont en désaccord avec elle. Et j'ai le sentiment que dès qu'une personne va être en désaccord avec elle, elle va pas accepter. Et il est là, en fait, on va dire plus le problème. Parce que dans un journal, il est normal d'avoir une liberté d'expression, d'avoir des pages opinion, ça existe depuis la nuit des temps, depuis la création des journaux. Euh, c'est essentiel. Par contre, et c'est souvent une critique qui est revenue, même dans mon chat, ce que vous me dites souvent, c'est le sentiment qu'il n'y a qu'une seule ligne et que c'est des nuances de cette ligne qui apparaissent le plus souvent dans les médias mainstream. Et c'est ça qui peut parfois aussi choquer. Euh, Elle attaque puis se victimise. Il y a aussi un peu de ça. Non, il n'y a pas de liberté d'expression ici. Non, non, mais alors, elle a le droit de critiquer la flottille, la liberté, elle en a le droit, c'est ça, la liberté d'expression. Ce qu'elle n'a pas le droit, c'est de décrédibiliser les personnes qui étaient dessus sur des arguments qui ne sont pas tenables, en fait. C'est ça que je veux expliquer. Légalement, il n'y a pas de liberté d'expression, de nombreuses lois à la limite. Oui, sauf qu'il y en a, mais en fait dans la limite du respect et des autres lois, en fait. Franchement, très sympa, même par SMS, elle me faire des places, mais elle est trop fermée sur ses idées. Je comprends, Nino, je comprends. Mais c'est assez intéressant. Du coup, tu es journaliste aussi, je présume, tu dois bosser dans un canard à interroger les gens. La ligne éditoriale est importante dans un journal, non, un journaliste ne peut parler de tout. Tout à fait, tu as complètement raison, et c'est même pour ça c'est ce qui est plutôt bien expliqué, je trouve, dans le communiqué de la SDJ, c'est qu'ils ne remettent pas en question le fait d'être opposés à la flottille, parce que c'est des pages d'opinion. Pour eux, le problème, c'est la forme et c'est les attaques qui ont pu être faites à telle ou telle personne. Et c'est le fait de décrédibiliser, non pas sur une action, sur un fait, mais uniquement sur ce que sont les gens. Et c'est ça, en fait, ce qui a posé problème. Et c'est pour ça que même le journal, pour se dire, hé, respirons, ce qu'ils expliquent à la fin, ce que je disais tout à l'heure du communiqué, on est actuellement dans un conflit euh, d'une entreprise, il y a un plan d'économie actuellement, bah, faisons des économies sur les éditos. Faisons des économies sur ces pages d'édition, d'opinion, je veux dire. Et c'est ce qu'ils demandent en fait à la fin. Ils font, bah, si ça pose tant de problèmes, retirons-les. Comme ça, il n'y a plus de débat. Laissons les journalistes faire leur métier de journaliste dans leur journal. Et s'il devait y avoir de l'opinion, il pourrait y avoir du débat, etc. Mais avoir des éditorialistes qui s'engagent comme ça dans un journal, ça engage aussi l'ensemble d'une rédaction. Et même si c'est dans les pages édito, parfois il peut y avoir des propos qui vont venir à contradiction de ce qui peut être fait au quotidien comme travail. Donc ça qui est assez important. Moi, ce que je comprends pas, c'est son PS, elle associe la SDG à la France Insoumise, c'est étrange, complètement. Mais après, Mathias, c'est quelque chose qu'on a retrouvé de plus en plus. C'est une petite musique qu'on a de plus en plus. Je suis pas un défenseur de la France insoumise, loin de là. Je suis un défenseur d'aucun parti même. Je suis plus en guerre historiquement, moi, par mes origines, mon parcours, ma famille, contre l'extrême droite, contre le racisme. Enfin, on devrait être tous contre ça, contre la xénophobie. Mais
Depuis un petit moment, on le voyait déjà, même à l'époque d'Hanouna, dès qu'il y a une décision qui sont contre eux, dès qu'il y a des gens qui sont mécontents envers eux, c'est la France insoumise. C'est l'extrême gauche. Hanouna, quand C8 s'arrête, dit que c'est l'extrême gauche qui a fait arrêter sa chaîne et que du coup c'est l'extrême gauche qui a pris le contrôle de l'Arcom. Pas du tout. L'Arcom décidé par Macron et des gens LR. Donc on est globalement sur l'Arcom un conseil qui penche à droite que qui penche à l'extrême gauche. Mais souvent, c'est la petite musique qui ressort, c'est un moyen d'aborder cette chose-là. Donc c'est vrai que c'est plutôt problématique, même pour elle, d'associer du coup la SDJ à la France insoumise, là où les journalistes ne sont pas de la France insoumise. Je pense notamment en plus aux Parisiens, ils sont pas connus pour être des insoumis, mais voilà, c'est un journal qui est populaire, mais on les a pas vus faire des grandes unes à la gloire de Mélenchon, etc. Donc ça peut paraître pour le moins étonnant, vraiment, vraiment étonnant. Et c'est aussi une méthode pour, pareil, décrédibiliser son adversaire quand on l'attaque sur des faits. C'est un choix, on a une approche différente des États-Unis, par exemple. C'est vrai. Nino, je suis correspondant pour le journal local, plus futur étudiant, journaliste. Trop bien, trop chouette. Il faut garder des jeunes journalistes en ayant toujours. Voilà, moi je parle beaucoup d'éducation média, le fait de vérifier ses sources, ses informations, prendre du temps sur le terrain, faire de l'interview. En fait, c'est du travail qui est important et je pense que ça tu vas t'en rendre compte en école, mais même si je pense que tu le fais déjà en tant que correspondant. C'est important d'être même toujours, quand on est journaliste, on est censé être l'opposant de la personne qu'on interroge. J'ai eu un professeur d'interview qui s'appelait Gérard Leclerc, paix à son âme, qui est décédé il y a maintenant quelques années, il y a 1 an ou 2 ans. Et Gérard Leclerc m'expliquait qu'il fallait, quand on faisait une interview, donner le sentiment qu'on était toujours opposé à la personnalité politique qu'on avait en face de soi. Donc, notre but en tant que journaliste en interview, quand on a les recherchés, surtout les politiques, en tout cas quand ils doivent quelque chose aux citoyens, on doit se positionner à toujours pointer ce qui ne va pas. Et donc ne jamais être du côté. En fait, si la personne en face de nous dit oui, très bien, merci, c'est pas bon signe. Il faut que le politique, faut le bousculer parce que il doit rendre des comptes et c'est le journaliste qui permet de rendre des comptes. En tout cas, c'est super bien que tu deviennes. J'ai tendance un peu à faire des digressions. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne hein, si ça t'intéresse comme ça à l'actualité des médias, le décryptage, l'analyse et l'éducation aux médias dans sa version la plus large possible. Les propriétaires journaux aiment ça, les éditos. Si on veut faire du journaliste, on ne travaille pas pour Bernard Arnault. Je comprends pourquoi est-ce que tu dis ça. Pourquoi c'est le nom, ton nom. Hein, mais, des fois, je mets le replay sur YouTube, des fois, les gens comprennent pas ce que je dis. Pourquoi c'est le nom de ton pseudo. Le truc, c'est que voilà, les journalistes, ok, l'actionnaire c'est Bernard Arnault. En revanche, ils ont normalement une liberté éditoriale et une ligne éditoriale qui est propre à la leur. Et que aussi, c'est facile de critiquer un journaliste qui bosse pour un actionnaire parce qu'aujourd'hui, t'as pas le choix. En fait, si tu veux aussi pouvoir travailler et faire du journalisme, tu es obligé aujourd'hui, tu as, on va dire, 80% de chances de bosser pour un milliardaire. En tout cas, pas pour lui directement, on travaille pour des lecteurs, mais en tout cas, on travaille pour une société qui est dirigée par un milliardaire, par un gros actionnaire. Je pense pas que Bernard Arnault soit le plus radical. Il a eu dans le passé des soucis sur l'édito, mais les journalistes du Parisien sont toujours montés au créneau pour pouvoir dénoncer telle ou telle chose. Et ça a mené à des vrais débats éditoriaux qui sont plutôt intéressants, vraiment assez intéressants. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Magnifique Flora Gebali, comment faire taire l'extrême gauche. Alors moi, donc tu t'appelles moi, c'est ton pseudo, tu as dû voir la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. L'ARCOM c'est Macron, Brun-Pivet et Gérard Larcher. Tout à fait, pourquoi tu as exactement tout dit. Nous avons toujours eu des journaux de droite, de gauche, l'idéologie apparaît dans les écrits. On peut écrire sur des dossiers où on va faire un os si on travaille pour lui. Bah, en tout cas, le Parisien, bon, en général, on enquête très peu sur son actionnaire quand même. Il y a une certaine limite. En revanche, on fait confiance à d'autres journaux pour enquêter sur Bernard Arnault. Et les journalistes du Parisien vont être en soutien aussi de ces mêmes journalistes. Mais par contre, ils ont quand même des garde-fous dans les rédactions qui leur permettent que ce soit pas Bernard Arnault qui arrive dans la rédaction et qui disent vous écrivez ci, vous écrivez ça. Après, il peut toujours y avoir des interventions et ça aussi, c'est aux autres journalistes de le pointer du doigt parce que on peut être muselé, hein, ça arrive. Mais globalement, les journalistes du Parisien ont quand même
sont réputés pour être quand même des grandes gueules, pour être des revanchards, pour savoir parler et faire remonter les sujets. J'étais pas mal opposé quand j'étais interviewé Sophia Aram, justement. Mais c'est très bien, c'est-à-dire que t'as bien bossé, Nino. Je te le dis, hein, je te connais pas, mais si tu te retrouves quand même à quelqu'un en opposition, c'est du bon signe, c'est un bon signe. C'est-à-dire que vraiment, tu as essayé de chercher à la mettre, à qu'elle se justifie aussi, à avoir une déclaration. On a besoin, en tant que journaliste, de donner un éclairage. Et donc, on a un éclairage comme ça. Pourquoi tu donnes des conseils pour devenir chômeur? Non, bah, s'il a envie de devenir journaliste, il faut donner des conseils pour faire ce métier le mieux possible. La Pix vient de se faire virer, donc il faut faire attention. La Pix, ça faisait 8 ans qu'elle était quand même à l'antenne de France 2. En effet, elle s'est fait vincer. En effet, c'est dommage parce que je trouve que c'est une bonne présentatrice. On a déjà parlé ici dans le live, hein. Mais voilà, elle s'est pas fait virer sur une faute grave. Elle s'est fait virer en fin de saison quand même. Voilà, c'est important de remettre aussi un peu le contexte. Elle s'est fait virer en fin de saison, même si je pense que son style manquera à France Télévisions. On en parlera de sa remplaçante ce soir évidemment, mais on la retrouvera sur M6 prochainement et je pense que c'est un gros coup d'M6 pour sa part. Oui, mais il y a une nuance entre porte et la contradiction et faire un débat avec son invité. Oui, bah, tout dépend politique qui tu as en face de toi. Si en fonction de la personne que tu as en face de toi, c'est un chercheur, là on n'est pas obligé d'être dans la contradiction, on est là pour avoir apporter un éclairage, on attend de lui un décryptage aussi de cette information-là. Un journaliste qui interviewe n'est pas là pour faire un débat avec son invité, n'est pas là pour ça. Il est là pour l'interroger, pour lui poser des questions, pour aussi porter la contradiction bah, quand c'est un homme politique, quand c'est un ministre. C'est son travail, un intervieweur politique. Il y en a plein qui font très bien ce boulot, d'ailleurs, c'est important de le dire. Euh, mais ils sont pas là en effet pour débattre. Un débat, c'est deux personnes, un éditorialiste, un représentant politique, un représentant d'une association, d'une structure, qui doit représenter comme une idéologie, qui doit être précise. Ça peut amener à du débat. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et donc, eux, on leur demande pas qu'ils soient toujours dans une contradiction formelle, mais qu'ils soient sur un débat d'idées. Alors que le journaliste, lui, ne doit pas être dans un débat d'idées. Le journaliste ne doit pas avoir d'idées quand il fait son interview. Il doit avoir, surtout, des questions pour piquer la personne qui est en face de lui. Donc, ça peut être un politique, un patron d'entreprise, un patron de médias, hein, j'en ai eu affaire, et moi, vous retrouvez plein d'interviews où je pique, j'ai toujours ma petite méthode, ma petite technique à moi, souvent pour faire ça, pour que ça se passe aussi plutôt bien. Et ils ont plutôt bien joué le jeu, et ça s'est toujours bien passé d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt comme ça que doit se former une interview. Elle se passe toujours dans un modèle de contradiction, mais après, quand on va interroger quelqu'un pour un témoignage, on va pas pour la contradiction. 90% des médias appartiennent à des milliardaires, tout à fait. Pourquoi? Non, c'est Dassault le pire. Ah ouais, là, vous voulez faire classement. Bah, historiquement, le pire, c'est Bolloré, c'est Vincent Bolloré. En tout cas, dans les faits qui sont ressortis. Secteur boucher, surtout avec les réseaux sociaux, la télé, c'est fini. Oui et non, Joe. Ça évolue, ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend de l'investissement qu'on met dedans, ça dépend ce qu'on propose à la télévision. On en parle souvent sur ce live, dans ce format-là. Euh, la télévision ne survivra que si elle propose des choses innovantes, nouvelles, qui te disent il faut être devant la télévision, il faut créer l'événement. Salut Samy. Il faut pouvoir créer l'événement. Et il n'y a que ça qui va permettre de rassembler les gens devant la télévision. Quand le sport, c'est une définition classique, c'est du direct, et peut-être le direct, ça va passer par ça. Sur Twitch, beaucoup d'émissions populaires, c'est de la télévision. Exactement. Et en soi, même ce qu'on fait ici, alors tu dis plus de chips sur Twitch, moi c'est méga, méga cheap parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas la force de frappe d'un TF1, d'un France 2, d'un M6, d'un Canal, j'ai pas cette force de frappe là. En revanche, et d'ailleurs ça se voit, on n'est pas nombreux ce soir, je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont en train de boire des coups, qui sont en train de profiter du fait que bah, c'est le dernier soir. Demain, c'est le 21 juin et on va perdre des heures dans la journée. Mais là, on profite encore du soleil jusqu'à 22 heures. Donc les gens vont profiter un tout petit peu, il y a moins de monde. Mais voilà, moi, c'est du live, mais aussi j'essaie de répondre à des gens. Donc en vrai, on a des formats à devoir s'inventer et je pense que la télévision, si elle veut survivre, devra réfléchir à des formats qui viendront réunir les gens dans la télévision. Et c'est encore possible, je pense que c'est encore possible.
Samy, tu peux me tutoyer, hein, Samy, si tu veux. Tu m'adores. À mon prime, grâce à des vidéos avec succès. Bah, carrément, bah, c'est vrai commence à avoir une petite dynamique assez intéressante. Donc, tant mieux qu'on continue comme ça, qu'on continue à mettre de la force et de l'énergie. Et c'est aussi grâce à vous, hein, dans le chat, hein, que j'en suis là, hein. Les milliardaires dictent vraiment la ligne éditoriale de leurs journalistes. Pas tous, pas tous. Space, je te dirais pas tous. Je te dirais qu'un Vincent Bolloré, il l'a fait dans les faits. Tu vois, théoriquement, Vincent Bolloré, il est arrivé, il a fait de CNews ce qu'il a voulu en faire CNews, il a fait d'Europe 1 ce qu'il a voulu faire d'Europe 1. Il n'est pas arrivé en disant je veux ça, mais il l'a fait progressivement, en mettant des personnes, en insufflant, mais en mettant des gens à la direction, qui a fait évoluer la ligne éditoriale. Et donc, on sent clairement la patte aujourd'hui de Vincent Bolloré sur le groupe Canal+, en tout cas dans ses problèmes de flux et d'information. Donc ça, et sur les stations, radio, JDD, et les médias comme ça. Donc on voit que Vincent Bolloré, il a mis sa patte dessus. Mais on prend un Xavier Niel au Monde, a même accepté de se faire critiquer. Il a même dit, faites une enquête sur moi pour prouver que je vous laisse la liberté. Et donc le Monde a fait une enquête sur Xavier Niel et c'est arrivé. Euh, on sait que voilà, Daniel Kretinsky a demandé justement à Natacha Polony de partir un tout petit peu parce qu'elle ne correspondait plus à la ligne que lui voulait, qui était davantage européenne et qu'elle était plutôt anti-Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est une manière aussi c'est pas dicté, mais c'est de dire ce n'est pas la ligne que j'aimerais avoir, donc évoluer la ligne, qui a pas énormément évolué, hein. On est sur du détail, mais qui a quand même évolué sur l'un des champs qui est important. Si on prend si on prend TF1, TF1 n'a pas beaucoup évolué. Et, aujourd'hui, Martin Bouygues ne va pas mettre énormément son nez dans la ligne éditoriale de TF1. Si on regarde, je vais essayer d'en faire un maximum, M6, voilà, on ne voit pas non plus. Si on regarde Dassault, historiquement, ça a toujours été un journal de droite. Donc je pense que Serge Dassault, enfin, excusez-moi, la famille Dassault n'intervient pas directement sur la ligne éditoriale aujourd'hui. Donc, il y a des fantasmes aussi des milliardaires, certains le font, d'autres non. Le patron de BFM TV l'a dit clairement, que s'il y a quelque chose qui ne lui plaira pas, il le dira. C'est une manière d'intervenir dans une ligne éditoriale. Ce sont des choses qui sont sorties dans la presse. Voilà, je sais pas, j'invente rien. Je sais pas, c'est pas de la diffamation que je fais. C'est vraiment, c'est des propos qui sont déjà sortis. Et donc c'est une explication. Certains le font plus que d'autres. Et voilà. Mais en tout cas, ça dit aussi quelque chose. Quand un milliardaire a un média, souvent même le journaliste peut s'auto-censurer vis-à-vis de ça. Ouais, TF1, Canal+, plus gros groupe. C'est aussi ce sujet qui fait que certains sont partis. Aram, pas top. Ouais. Bientôt Florent à la télé. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi sera fait ce mercato complètement malade, messieurs, dames. Indirectement, au moins, faut être honnête. Moi, au taf, j'irai pas ouvertement critiquer l'actionnaire majoritaire. Non, mais complètement. Ce que je te disais, pourquoi, c'est une forme aussi de réflexion. Je pense que les journalistes, euh, sauf s'il y a un drame total, c'est-à-dire, je sais pas, tu bosses, t'es dans un groupe, ton actionnaire, il a des accusations extrêmement graves qui ont été vérifiées et accusées. Toi, en tant que journaliste, t'es obligé d'en parler. Après, peut-être que tu n'auras pas des enquêtes aussi fouillées qu'un autre média, mais tu seras obligé d'en parler. Donc, c'est aussi ça ta liberté de la presse, mais tu pourras pas le faire non plus, parce qu'en effet, tu ne peux pas critiquer complètement ton patron. Mais souvent, c'est de l'autocensure, hein, qu'on fait. Si on se dit, bah, en fait, voilà, je me sens pas de le faire, je suis dans cette boîte, je me sens bien, j'ai pas envie d'enquêter sur ma propre boîte. Donc, en effet, ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire que les journalistes n'ont pas le droit d'enquêter sur l'actionnaire. Il y en a qui l'ont déjà fait dans le passé. Depuis la direction de C8, malheureusement, à cause des dérapages, moi je préfère l'époque des 8. Je te comprends, Samy. Les médias mainstream n'ont plus d'impact d'antan. Aussi. Alors ça, c'est aussi intéressant ce que tu dis, parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux, le web, TikTok, Twitch, X, Instagram, Snapchat sont des nouveaux vecteurs qui parlent à un nouveau public, un public qui est plus jeune et qui s'intéresse comme ça. Donc en effet, ça permet aussi d'avoir un nouvel impact sur un nouveau public et parfois il faut aussi le réguler et se trouver soi-même des références. En termes d'information et de véracité de l'information pour pas tomber dans la fausse information, la fake news ou dans les propos mensongers. Niel aussi a aussi dit quand un journaliste me fait chier, j'achète le journal et je le vire. Ouais, sauf il l'a pas fait et il l'a peut-être pas dit au même moment. En tout cas, Niel, depuis qu'il est patron de ces médias, autant vous dire que tous les médias, ils ont mis le haut là, ils sont protégés, c'est pas arrivé. TF1 s'est calmé au 1er novembre de concession. C'est vrai.
Tout à fait, Politique. De toute façon, tu es toujours très bien informé, mon cher Politique. Je saurai qui tu es un jour. La ligne TF1 correspond parfaitement aux intérêts de Martin Bouygues. Ouais, alors après, c'est quoi les intérêts de Martin Bouygues? C'est vrai qu'il n'y a pas d'émission sur l'immobilier. Il n'y a pas d'émission sur les télécoms. Mais après, quand on regarde le 20h de TF1, euh, il y a des nuances par rapport au 20h de France 2, mais les 20h se ressemblent quand même. Les JT se ressemblent quand même. Salut Jay! Et oui, en ce moment, le mercato télé, tout à fait, tout à fait. Tout ça, on en parlera ce soir. Et avant tout censure, c'est la sélection de l'entre-soi. Alors, il y a de ça. Il y a euh, je le vois, moi, je le vois dans la recherche d'emploi, je le vois dans euh, certaines offres sont déjà pourvues alors qu'elles sont proposées. Parfois, ça passe plus par l'ami, tac, le contact que tu as, que le petit journaliste qui va vouloir se faire sa place. Je pense, moi, et c'est une vraie critique, il y a eu aussi quand j'ai fait des rencontres avec les publics, il manque de diversité, de nouveaux visages aussi dans les médias, et que bah, il manque toujours cette diversité. Et il y a une sorte de même de, 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 de de répétition des mêmes visages qu'on trouve un peu partout, et on le voit puisque c'est des journalistes qui changent de médias et donc quasiment les médias se ressemblent à ce niveau-là. J'ai vu la rumeur comme quoi Pascal Latour-du-Pas arrive sur France Télé. Pour le moment, moi j'ai aucune info là-dessus. Donc elle va rester au niveau de rumeur. Bolloré attaque les journalistes pour les empêcher d'attaquer. Exactement, Widget. Tout à fait. Complément d'enquête. On était Tristan Valex. On a été une longue victime et il a remporté tous ses procès. Salut Karim, la nostalgie et le futur, c'est la même chose avec l'évolution d'aujourd'hui, dit Samy. Space, mais dans ce cas-là, seuls les journalistes du public sont vraiment libres ou même pas. Alors, je te dirais pas que même les journalistes du privé ne sont pas libres. Vraiment, je pense qu'il y a des journalistes de terrain, de TF1, même des journalistes qui sont sur M6, des journalistes même à BFM TV. Je pense qui sont libres. Mais on a une image, à cause du milliardaire, il y en a beaucoup qui sont libres quand même et qui font quand même leur travail. Et souvent, ils sont réduits plus par une ligne éditoriale que par la décision de l'actionnaire. Après, le service public se veut davantage libre, puisqu'elle n'appartient pas à un milliardaire. Il n'est pas censé répondre aux intérêts du capitalisme et surtout aux intérêts du public. Donc, dans l'idée, c'est ça, mais après, on peut aussi trouver des histoires qui racontent des manques de liberté. Tu peux retiser ce sommaire de temps en temps, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc, on vient de parler de Sophia Aram. On viendra un peu dessus, mais voilà, on est revenu sur la petite polémique avec les journalistes du Parisien. On va parler d'une affaire Mediapart, qui est arrivée par Mediapart Canal+, qui est soupçonnée de forcer à regarder CNews. Léa Salamé, évidemment, on va en parler. France Inter, ce qui va en devenir. Salia Braclia, qui quitte France Info. Les stagiaires de seconde et Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Trapnar en route vers RTL et donc la future grille de RTL. Marie Portolano en access sur France 4. Qu'est-ce que ça dit? Quelle est l'ambition de France 4 à la rentrée? Donc pas mal de choses, c'est son grand comeback. Évidemment, on fera un gros sujet sur Rachida Dati en guerre contre Delphine Arnaud, contre Complément d'enquête, contre France Télévisions. Et on se fera un petit point mercato. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de ce mercato? Est-ce qu'il y aura encore des surprises? Est-ce qu'on va avoir des choses nouvelles? Ou est-ce que pour le moment, on est arrivé quasiment au statu quo? Donc voilà, le programme. Je vais répondre juste aux petites phrases comme demandé et après on va passer au deuxième sujet évidemment. En 20h TF1, c'est l'insécurité avant chaque élection. Euh, Pas tant que ça, pas tant que ça. Pourquoi? Ça l'a été à une époque, moins maintenant, moins maintenant. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est de la manière dont j'analyse. C'est pas pour rien que 90% des médias appartiennent à des milliardaires. Oui, Vidjet, t'as raison. Seule mission que je regarde, c'est le quotidien d'Yann Barthès avec des vrais journalistes. Bah ouais, ouais, c'est sympa. Alors, moi, je regarde pas tout le temps. Il y en a qui aiment moins ce ton d'infotainment. Moi, je trouve que ça reste quand même une émission qui peut être agréable à regarder avec des invités originaux. Il y a quand même un travail de journaliste qui est sur le terrain. Et c'est important aussi de le valoriser. Et puis voilà, je le dis à chaque fois, je suis pas neutre quand je dis ça. Moi, j'ai été recruté par Julien Belvert, que je connais bien, enfin j'ai bien connu parce que j'ai travaillé avec lui, et qui fait plutôt du bon boulot. Ok, ça se parle comme ça dans le chat. Alors oui, j'attends impatience pour le mercato de télé. Le dernier à la fin. Rupert Murdoch a été un formateur de guerre. On a surestimé son pouvoir. Tout à fait, tout à fait. Oui, bien sûr. Et là, on voit avec Bolloré, et on voit même avec au-dessus de Bolloré, Pierre-Édouard Sterrin, qui a une vocation d'entrer dans les médias pour son projet Périclès de retour au traditionnalisme et au conservatisme. Deuxième sujet, Canal+, soupçonné de forcer à regarder CNews. Et je ne sais pas si vous avez vu cette information-là qui est complètement dingue.
Donc c'est une information qui sort de Mediapart. Je vous la montre, elle est juste ici. Euh, En gros, ce qui se passe, c'est que euh, il y a une femme qui s'appelle Marion, voilà, qui sert de témoin, qui dit elle est pas particulièrement remarqué que Canal+ était tombé dans l'escarcelle du milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré. Pourquoi? Parce qu'elle consomme Canal+ pour le sport. Rien ou presque ne laissait suggérer un basculement éditorial du groupe audiovisuel vers une ligne franchement conservatrice et identitaire. Pourquoi? Parce qu'elle consomme le sport, et c'est vrai que quand tu regardes le sport, tu t'en rends pas compte. Canal+ n'est plus une chaîne de télévision, malheureusement, à cause de Bolloré. Ouais, Flora Gavalli, fille de Daniel Ambrosio et sioniste de surcroît. Il n'y avait pas eu le cas avec BFM TV et SFR aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas exactement. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que. D'ailleurs, pourquoi? Pour te dire l'anecdote, c'est que moi, je suis chez SFR et quand j'allume ma box, ça tombe toujours sur BFM encore aujourd'hui. Sur la 13. Alors que c'est plus ça appartient plus à Drahi. Euh, Mais donc, elle suit un minimum l'actualité, elle a bien compris de quel côté penche Bolloré, mais quand on est abonné à Canal pour le sport, ça ne se remarque pas. Alors, en conscience, elle avait décidé de fermer les yeux par passion pour le sport. C'est-à-dire qu'elle était abonnée à Canal+ par passion pour le sport. Jusqu'à l'été 2024, elle reçoit un curieux message du service client de Canal+. Alors qu'elle rencontre un problème technique, la privant temporairement d'accès aux chaînes de son abonnement, pour réactiver ses droits, le service client lui indique la marche à suivre. Et attention, accrochez-vous bien. Laissez votre téléviseur allumé sur la chaîne CNews. Vos droits seront réactivés dans un délai de 10 à 40 minutes. Donc cette méthode incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à leurs abonnés de mater CNews pour leur redonner l'accès aux chaînes de leur abonnement. Je ne sais pas si vous captez. Donc c'est l'enquête de Mediapart. Donc la fameuse Marion ajoute, c'était en pleine période de campagne pour les législatives anticipées, j'avais le sentiment qu'on me forçait à regarder de la propagande d'extrême droite. Marion était loin d'être la seule abonnée à avoir eu le sentiment d'être forcée à regarder CNews. Les forums d'assistance réservés aux abonnés de la chaîne cryptée regorgent de témoignages identiques aux siens. Donc l'histoire est complètement folle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, vraiment, Canal+, au-delà de faire comme a fait SFR, ce que vous dites dans le chat, ils ont euh, laissé penser que pour pouvoir récupérer les droits à son abonnement, il fallait regarder ces news. Et donc, à un moment en plus, c'était les élections législatives. En effet, il y avait certainement un bourrage de crâne éditorial par rapport à la ligne éditoriale de CNews. Et bah, il y a un risque, du coup, que un public euh, puisse avoir une opinion qui diverge parce que on lui impose à regarder une chaîne. Et ça, c'est complètement fou. Tu peux changer la glace des chaînes par défaut à l'allumage sur la box SFR. Oui, Jay, je crois que je le savais, mais en vrai, ça ne change pas grand-chose. Enfin, t'arrives, tu tombes sur TF1, tu tombes sur France 2. J'ai pas de chaîne de préférence, donc on peut moi le laisser sur BFM, ça ne dérange pas. Canal+ se trouvait sur le siège mythique André Citroën à Paris, dans un immeuble blanc à l'époque. Tout à fait, ouais, j'y suis déjà allé. Je confirme pour Canal. Ah bah voilà, Jay. Voilà, tu vois, tu l'as vécu. Non, mais je rêve, faut qu'elle porte plainte. Bah bien sûr. Et en fait, ils sont nombreux à avoir fait ça, hein. Aujourd'hui, c'est la Gardère s'occupe désormais de l'immeuble d'ancien siège de Canal. Alors que la réactivation des droits se fait même sans aller sur CNews. J'avais fait le test pour Canal+. Mais c'est sûr, ça veut dire que, et c'est là qui est assez intéressant, que les personnes qui étaient au téléphone ont eu pour consigne de leur dire de regarder CNews. Donc, c'est une tentative indirecte de faire de la propagande pour une chaîne. Et en effet, ça pourrait être grave, même d'un point de vue de l'autorité de la concurrence. Ça veut dire qu'on imposerait à des gens à regarder une chaîne. Je sais pas si vous visualisez la chose. C'est que c'est comme si je disais, si vous voulez avoir l'eau courante chez vous, je mets pas l'eau courante au même niveau du sport, mais pas loin, parce que la personne, elle veut voir son sport. Donc pour elle, elle l'a acheté pour ça, donc c'est nécessaire. Pour boire de l'eau, tu es obligé de regarder M6. Bah, tu vas dire, ok, je vais regarder M6. Et donc, du coup, M6 va avoir sa part d'audience augmentée. Ils vont dire, regardez, ça marche bien. Ils vont te mettre tout et n'importe quoi. Peut-être que tu vas pas croire, mais à force de l'écouter, regarder, tu peux tomber dedans. Et il est là le danger. Il est là le danger. Donc, c'est plutôt grave. C'est une affaire qui est plutôt grave. Euh, les guignols de l'info te manquent. Je sais aujourd'hui, il est sur YouTube qui poste des extraits. Ouais, bah ouais, les guignols de l'info, c'était vraiment incroyable, salut. Ces news écrivent les titres en très gros caractères, méthode bourrage de crâne. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont? Je vais leur donner un exemple. Parce que là, je me suis laissé BFM au fond du salon. Sur ces news, là, c'est Donald Trump estime qu'il ne résoudra pas la guerre. Bon, ça reste soft, hein, là.
Ça reste top. Imagine, t'actives l'abonnement pendant mon dîner live, je me cacherai au sous-sol comme Europe 1. C'est pas de la propagande, c'est du commerce. Oui et non, parce qu'on n'a pas à t'imposer, François. En tout cas, moi, c'est mon opinion, on n'a pas à t'imposer à regarder une chaîne. Surtout si c'est faux. C'est-à-dire que on manipule ta manière d'agir, tes réflexes, pour te faire regarder une chaîne que t'as pas envie de regarder. Donc, c'est te forcer à suivre quelque chose. C'est pas du commerce, parce que sinon, surtout que c'est faux, c'est faux. Imagine, ouais, votre abonnement ne fonctionne pas, Pro vous expliquera que c'est la faute des islamistes de LFI. C'est même du commerce, c'est un flux, pas les chiffres millimétriques. Bah ouais, ouais, c'est un flux. Ah, tu parles des gros titres. Oui, oui, t'as raison. Les gros titres, c'est du commerce. Mais les sources d'information, c'est comme les fruits et légumes, 5 chaînes et infos et radio par jour. C'est ça. Exactement. Donc voilà, je voulais vous parler de cette petite info. C'était, il n'y a pas 1000 débats à faire dessus, mais bon, c'est toujours intéressant à suivre. On va parler du gros sujet du 20h de France 2. Je pense que vous étiez nombreux à l'attendre, vous étiez nombreux à être surpris. Je vous avais annoncé Caroline Roux, on était beaucoup à penser que c'était Caroline Roux. Enfin, j'avais annoncé Caroline Roux. Je vous avais dit 80%. J'avais mis Léa Salamé en deuxième position et j'avais mis Maya Loquet en troisième. Pour faire un peu le fil, donc Anne-Sophie Lapix se fait évincer du 20h de France 2. Delphine Ernotte et ses équipes doivent absolument leur trouver une remplaçante. Ils vont voir Léa Salamé, elle dit non. Ils vont voir Darius Rochebain, il dit non. Ils vont voir Caroline Roux, elle dit oui, mais sauf que elle demande des aménagements, c'est dans l'air, est-ce que je peux le garder, est-ce que je peux venir avec mon rédacteur en chef. En tout cas, voilà, c'est ce qui était sorti dans le Parisien. Euh, et donc, il y a un article du Parisien qui sort ce week-end qui dit que Léa Salamé est entre le 20h, on savait pas quel 20h à ce moment-là, hein, mais entre le 20h et une possibilité d'aller sur BFM TV. Donc on était vraiment dans cet entre-deux-là. Elle serait en train de réfléchir. Moi, je vous avais dit que c'était quand même pour faire monter vraiment les négociations, faire monter les enchères. De quelle manière on peut faire monter les enchères. Et donc Léa Salamé a pris la décision, l'a annoncé hier, ça a été révélé en premier par le Parisien, a pris la décision de prendre les manettes du 20h. Ce qui aurait pu paraître un peu surprenant quand on sait que Léa Salamé a toujours dit qu'elle ne rêvait pas de faire le 20h, elle l'avait même déjà refusé dans le passé. Pour vous dire, en gros, avant Anne-Sophie Lapix, ils avaient proposé à Léa Salamé. Léa Salamé avait dit non, non, j'ai pas envie de me retrouver à présenter des sujets, nani, nana. Elle l'a gardé. Sa condition a été du coup de garder qu'à l'époque, et donc elle a pu garder qu'à l'époque et être au 20h de France 2. Donc là, il y a plusieurs sujets qui parlent. Déjà, pour elle, on va dire, euh, ça reste comme un joli challenge, ça reste un poste de stature. Elle devrait se mettre en retrait lors des campagnes électorales, logiquement. 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 Mais en tout cas, elle va avoir la stature, elle va avoir voilà, aussi l'aspect glorieux de présenter un 20h, puisqu'on marque l'histoire de la télévision. On est dans le salon des gens, les JT sont encore suivis par énormément de monde. Il y a à peu près 10 millions de téléspectateurs chaque soir qui regardent des JT à 20h. Donc on a quelque chose, c'est un poste qui est quand même assez important. On devient quand même une stature, on est sur des moments importants de la télévision. Une honte pour elle, le journalisme, c'est pas transmettre des informations, mais chercher un moment pour Creepy. Chaoui, on en parle des clauses du silence des groupes qui détiennent les médias. Ouais, pour tout cela, justement, je ne la vois pas y rester longtemps. Ouais, donc, il y a pourquoi est-ce ils l'ont amené? Je pense déjà c'est pour sa patte. Aussi parce que elle n'aura pas de déficit de notoriété. Il y avait le risque, voilà, on va chercher. Caroline Roux, elle est moins connue. Je pense qu'elle aurait bien fait le taf, mais elle est moins connue. Maëlle Lequet, elle est moins connue. Léa Salamé, aujourd'hui, fait partie des personnalités les plus connues. Donc, en termes de notoriété, les gens sauront qu'il y aura Léa Salamé. Elle a une patte, une manière d'aborder le sujet. Alors, en effet, ça peut choquer. En effet, elle a tenu des propos sur le journalisme qui ont pu étourdir. Quand tu vois Creepy qui dit elle cherche un moment, et en effet, elle l'a dit elle-même, ça peut étourdir. Je pense qu'elle ne le fera pas aux 20h, mais je pense qu'elle aura une manière d'aborder le sujet. Est-ce qu'elle va changer le 20h? Est-ce qu'elle va essayer de l'aborder d'une autre manière? Elle est connue, mais pas aimée. Bah, c'est assez intéressant. Quelle époque fonctionne très bien? Est-ce que les gens viennent et l'aiment pas? Voilà, c'est assez intéressant. Donc, il y aura quand même des interrogations. En tout cas, du côté des politiques, elle les connaît tous. Elle est plutôt appréciée
dans plusieurs camps, donc il n'y aura pas de raison que les politiques ne viennent pas. Elle sait faire des interviews politiques, elle en a fait pendant plusieurs années, elle vient du Tout Info, elle vient de Public Sénat, donc la politique, elle connaît. Les invités culture, elle connaît également. Donc, il y aura quelque chose à attendre de ça. Elle a un ton qui sera atypique. Est-ce qu'elle aura toute sa latitude pour pouvoir aussi garder ce ton-là à l'antenne? C'est assez intéressant à voir. 3 millions et demi max pour Enoch. Avec les ambitions que les journalistes spécialisés prêtent à son mari, ça indiquera au moins un 2, c'est vrai. Son objectif est de faire 4 millions. Elle est clivante d'hypopolitique, si ce n'est les deux. Elle pourrait y prendre goût si elle devient le premier JT de France. C'est vrai, jamais je ne pourrais la regarder depuis qu'elle a invité Arthur. Ok, donc je vois les avis sont très divergents. Jay a raison, en effet, on l'a mis comme mission, parce que c'était aussi la mission, c'est une des raisons en fait qui ont eu. Alors il y a eu une raison politique du départ de Anne-Sophie Lapix, du fait que les politiques ne voulaient plus aller la voir, c'est la bête noire, elle était trop punchy, ce qui est assez fou de dire ça, de dire qu'en fait non, en fait elle faisait bien son boulot. Mais voilà, Macron, Marine Le Pen ne voulaient plus aller la voir, c'était un vrai sujet dans les entre-deux tours des élections présidentielles. Donc, Léa Salamé, ça ne devrait pas poser de problème. Ensuite, il y a l'histoire des audiences. Et en effet, elle va devoir monter les audiences à 4 millions parce que Anne-Sophie Lapix, ça a été comme ça. Il y a eu un moment une réduction, puis un moment. Et en fait, l'écart n'a pas évolué depuis son arrivée, grosso modo. Elle l'a pas fait chuter son JT. Juste, elle l'a pas fait évoluer. Et sa venue était faite pour grappiller des points, réduire l'écart, aller chercher de la PDA auprès de Gilles Boulot. En n'oubliant pas que Gilles Boulot aussi a fait du très très bon taf et a su rassembler aussi. Donc, sur ce point-là, ça va être la mission de Léa Salamé, aller chercher les 4 millions de manière récurrente, aller même au-dessus, et avoir les 20 points de PDA de manière récurrente. Et ça, Léa Salamé, même si Politique, tu as raison, elle est clivante, elle a quand même des succès à son palmarès. La matinale de France Inter, quelle époque, même quand elle était chez Ruquier, c'était quand même encore à une époque où c'était très regardé. Donc Léa Salamé, elle a quand même des réussites dans son background. Donc venir au 20h de France 2 pour France Télévisions, c'est pas une si mauvaise idée. Si ça devient premier JT, c'est pas tout de suite, Karim. Euh, à recherche du buzz. J'adore la Pix. Bah, d'ailleurs, la Pix, on pourra continuer à la voir sur M6. Ça va être très intéressant de voir ce qu'elle va pouvoir faire là-bas. Elle va peut-être pouvoir même relancer cette idée-là. Pourquoi elle pouvait pas inviter Arthur? C'est quoi ce propos, estime François? Ah oui, tu réagis du coup à Balou. Bon, je vous laisse réagir entre vous. Un choix terrible et problématique entre être journaliste d'information et journaliste d'opinion. Après, on va pas dire non plus journaliste d'opinion. Léa Salamé, je pense que vous-même, vous n'arriverez pas à dire exactement pour qui est-ce qu'elle vote. Tant que Paul de Saint-Cernin suit, bah, elle reste à quelle époque? Parce que c'était le deal. Elle fera lundi, mardi, jeudi, vendredi. Non, lundi, mardi, jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi, elle c'est pas elle, et donc elle tournera à quelle époque? Donc elle a bossé 5 jours sur 5. Ça va. Ça va être lourd, c'est du travail. Il y aura quand même une approche culturelle avec quelle époque. Mais Paul de Saint-Cernin, qui est venu sur le live la dernière fois, pour ceux qui étaient là la dernière fois, et bah, continuera a priori dans quelle époque. En tout cas, en annonçant le fait qu'elle continue quelle époque va continuer. En tout cas, quelle époque n'aurait pas continué si elle s'arrêtait. On aurait une autre émission. Ce qui est étonnant, c'est de le reprocher à la Pix alors que Boulot est tout aussi incisif. Je suis d'accord, Paul Pasquito. Je suis d'accord, sauf que la Pix, pour eux, a été encore plus mordante, je pense, notamment pendant le Covid. Place publique, j'imagine. Bah, pas forcément, mais il est là le problème. Je vais vous parler du. Merci Creepy de me suivre. D'ailleurs, n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. C'est un bon choix, c'est une des rares journalistes stars, dit Mousse. Pour moi, de iTélé était de droite, c'est pour ça que je la voyais bien dans On n'est pas couché, d'hypopolitique. Franchement, elle est nulle sur quelle époque, je le demande comment ça fait encore. Ça fait énormément de danse sans entraînement. Et je dirais pas nul, moi je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Je te laisse penser ce que tu veux, hein, mais je suis pas d'accord avec toi. Et en effet, l'un des plus gros soucis pour Léa Salamé, le gros point négatif, c'est son compagnon. C'est une information publique. Elle est en compagnonnage avec euh, Raphaël Glucksmann, député européen, qui a fait un gros score aux dernières européennes il y a un an, qui l'a déjà conduite à se retirer au moment de la campagne présidentielle européenne, et qui, Raphaël Glucksmann, ne cache pas son envie de s'engager dans la campagne présidentielle de 2027.
Et une campagne présidentielle, ça débute très tôt, ça débute très très tôt, ça débute pas à 3 semaines avant la campagne présidentielle, ça débute bien avant. Donc Raphaël Glucksmann, dans les colonnes du Parisien, son entourage a bien dit qu'il n'allait pas renoncer à cette campagne, il voulait y être présent, que ce soit en tant que candidat ou alors en tant que personnalité importante qui veut fléchir aussi la ligne de la gauche, être en opposition avec la France insoumise, il veut le faire. Et donc, cette volonté-là peut impacter Léa Salamé. Historiquement, les journalistes se sont toujours retirés quand leurs compagnons, on pense à Béatrice Schoenberg à l'époque, quand elle s'est mariée avec Jean-Louis Borloo, qui avait dû se retirer de l'antenne. Quand Delphine Ernotte a découvert que Thomas Soto était en couple avec, ce qu'il l'avait caché lui, était en couple avec la directrice de communication de Jean Castex, on l'a retiré l'émission politique. En couple, Jean Castex, il l'a caché. Ça ne voulait pas dire qu'elle faisait mal son travail. Ça voulait simplement dire que pour Delphine Ernotte, ce n'était pas possible. Donc, si Léa Salamé euh, se retrouve avec, rien que pour les municipales, un Raphaël Glucksmann qui s'engage pour place publique, à mettre en avant place publique, ça peut mettre en danger sa place. Et donc, il y a quand même un risque de se dire, elle prend le 20h, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Ou alors, est-ce que France Télévisions va mettre de côté sa règle et va juste la retirer pendant la campagne? Mais est-ce qu'elle va recevoir Glucksmann? Est-ce qu'elle peut parler de politique? Comment est-ce qu'elle va en parler à l'antenne? En fait, il y aura toujours le doute. Moi, personnellement, je ne doute pas du travail honnête que pourrait faire Léa Salamé sur l'information. Vraiment, je n'en doute absolument pas. En revanche, le doute peut être perçu auprès des auditeurs, auprès des téléspectateurs. Et ça, il est plus problématique. Qui regarde encore le JT de France 2? Bien encore des gens, en fait, le but de France 2, c'est de monter. Il faut aussi écouter sur Inter, où elle est bien meilleure que sur la 2. Oui, et en même temps, elle a un ton, moi, je trouve, sur quelle époque, hein, mais bon, c'est peut-être perso, moi. C'est parce qu'il n'y a plus rien d'autre le samedi soir, voilà pourquoi les gens regardent encore. Oui, en même temps, jusqu'à 2 heures du matin, Trent, reste long. Pas si tôt que ça, officiellement. Euh, 28 mars en 2022, on vote le 11 avril. Ouais, c'est vrai. Personne n'a le 20 en France 2, donc c'est pas grave. Ouais, mais si, en fait, ça l'est quand même. Recevoir un Glucksmann, ça serait cocasse. Et en effet, ça va être un peu problématique. À France Télévisions, je pense que ils se disent chaque problème en son temps. Ils ont enfin trouvé quelqu'un qui va être là. Peut-être que ça va juste booster et ils vont essayer de faire boule de neige. Euh, le grand amour entre Rachel Dati et France Télévisions ne va pas impacter la chaîne. Peut-être, on en parlera un peu plus tard. En Yuan Nakabana qui a fait un débat sur son mari. Ah ouais, t'as un souvenir un peu politique, incroyable ça, incroyable. Parce qu'elle l'avait pas dit ça. Enfin si, en plus je crois qu'elle l'avait dit. Elle l'a même pas dit à l'antenne, alors que c'était connu. Tous ces gens sont à boycotter, Glasman de faire zéro, donc bon, on sait pas. Dans les sondages actuellement, il est au même niveau que Jean-Luc Mélenchon. C'est même ça qui pose la question, c'est que lui peut avoir envie d'y aller. Mais sauf que ça va créer une distorsion quand même pour le 20h et pour le service public. Vous connaissez les 3 pays qui enferment le plus de journalistes? Non, je connais pas. Caroline devrait rester pour les interviews événements et ça devrait résoudre le souci. Oui, Kiyomique, sauf que dans le JT, elle va bien devoir parler d'actualité politique. Dans le JT, elle va devoir parler du parti de Raphaël Glucksmann, mais des opposants à Raphaël Glucksmann, des décisions européennes votées ou pas votées par Raphaël Glucksmann, et rien que ça, le doute, c'est le doute qui pose problème. C'est pas le fait qu'elle soit compétente ou pas compétente, c'est le doute qui peut être créé et qui fait que bah, plein de gens vont dire, bah, typiquement, de toute façon, elle vote place publique. Donc si on se dit qu'elle vote place publique, ça veut dire que dans l'esprit des gens, son propos peut être biaisé. Parce qu'un journaliste, on n'est pas censé savoir pour qui il vote, d'autant plus quand il présente le JT. Un moment qui est assez important. Et parce qu'on pourrait remettre en question, du coup, sa légitimité et l'orientation de ses sujets. Donc c'est ça qui va être compliqué, Kiomik, à pouvoir créer justement, tu vois, cette dissonance et c'est essentiel, tu vois, de l'évoquer. Honnêtement, hors période électorale, personne ne parle de son micro-parti. Tout à fait. Sauf que tu parles de politique, tu parles de positionnement. En ce moment, on en parle. Ça va être, ils vont devoir serrer la ceinture. En tout cas, c'est un sujet qui sera là très rapidement, puisque je pense qu'on va parler de la présidentielle bien plus tôt qu'on ne le pense. D'autant plus celle-ci,
puisque celle-ci repose tout de même sur le fait qu'on va avoir un nouveau président, quoi qu'il arrive. A priori, sauf si Macron il change la loi, mais il arrive à changer la loi. Mais quoi qu'il arrive, on devrait avoir un nouveau président. Et donc du coup, ça va faire monter, et on va devoir avoir une grosse présidentielle. Mais dans ce cas, le doute est déjà présent dans la matinale d'Inter. C'est pour ça que dans la matinale d'Inter, elle n'intervenait déjà plus, elle avait plus 7h50. Elle venait un peu en deuxième partie. Aux 9h, elle avait la grosse interview. Mais dès qu'il y avait un doute, elle n'était pas là. Le truc, c'est que elle était deux aux manettes. Il y avait Nicolas Demorand qui était présent. Donc, sur France Inter, c'était plus simple. Si c'était des duos de présentateurs de 20h, ce serait beaucoup plus simple aussi. Je pense qu'elle va se planter pour Balou, c'est ton avis. Il ira sur TF1, ils ont parlé ensemble aux of course. Ah, donc il n'y aura pas de Glucksmann sur France 2, ça paraît bizarre. Peut-être qu'ils feront une séquence politique avec un autre journaliste pendant son JT. Peut-être. En tout cas, ils vont devoir réfléchir à voir comment allier les deux, parce que ça sera inévitable. Chine 50, ah oui, à ta question, Shawi, tout à l'heure, qui informe le plus journaliste. Chine, Israël, Birmanie. Eh bien, je sais pas quelles sont tes sources, mais donc Glux ne devrait pas se déclarer avant juin 2026. Ouais, sauf que tu auras la municipale, il a déjà dit qu'il allait avoir des alliances avec des élections, avec des autres partis pour les municipales. Tu vois, politique, on aura déjà un avant-goût quand même de tout ça. Il faut ajouter les journalistes assassinés, ça fausse le classement. Euh, Moi, je pense qu'on doit savoir pour qui un journaliste vote, c'est ma vision gramsciste. Bah non, parce qu'en vrai, moi, j'ai pas besoin de savoir pour qui tu votes et on n'a pas besoin de savoir pour qui. En revanche, si un politique a des liens avec un parti politique, ça, on doit le savoir. C'est essentiel pour savoir qui parle. En revanche, le vote en France, il est encore anonyme. On va encore dans l'isoloir pour voter. Donc, théoriquement, quand tu votes, tu n'as pas à le dire. Donc, un journaliste n'a pas pour moi à le dire. Euh, donc voilà, c'est le point que je voulais, tu vois, que je voulais aborder. Et on va aborder du coup la petite transition avec France Inter, parce que pour 20h de France 2, on a un peu tout dit, car une roue a refusé, ils ont tous refusé. Donc du coup, maintenant, elle va prendre ses marques. On aura la semaine prochaine le dernier JT d'Anne-Sophie Apix. C'est pas elle qui l'animera tout de suite, elle va prendre son temps avant de l'animer. Elle va, je pense, un peu des vacances. Et on devrait avoir une Léa Salamé prochainement qui va arriver. Ensuite, quid de France Inter et Nicolas Demorand? Faut se rendre compte quand même que Léa Salamé a été euh, artisan du succès de la matinale de France Inter. Que les détracteurs ou que les fans, quoi qu'ils en pensent, elle a été artisan de cette matinale. Elle a porté un style, elle a été sous Patrick Cohen, elle a accueilli Nicolas Demorand, elle a fait partie de cette matinale, elle connaît ce public de France Inter, elle connaît quel discours avoir, et je pense que même ça lui a fait mal au cœur de perdre de perdre en fait cette matinale-là, cette ouverture, cette fenêtre pour parler. Donc, nécessairement, pour France Inter, c'est une perte. Ils ont annoncé qu'elle devrait avoir des projets, mais bon, vu son agenda entre le 20h et quelle époque, croyez-moi, elle va pas avoir non plus énormément de temps pour retrouver une émission. En tout cas, en quotidienne, c'est quasiment impossible. On va dire même impossible. En hebdo, le week-end éventuellement. Moi, j'imagine davantage un format de podcast ou de série comme elle avait pu faire avec Femmes Puissantes. Et je pense qu'on pourrait retrouver Léa Salamé comme ça, on voit de temps en temps sur France Inter, dans des séries d'été ou d'hiver. C'est des choses qu'elle a déjà pu faire et qu'on pourra retrouver. Sonia De Villers va step up, je pense, elle est très bonne, franchement. Sauf que Sonia De Villers, elle va retrouver plutôt le 9h, 10h, plus du débat plus tard, mais pas dans la matinale. Actuellement, la matinale, ce qu'on en sait de cette matinale, c'est que Nicolas Demorand était quasiment fusionnel avec Léa Salamé et a toujours, vraiment, c'était le petit secret de Polichinelle, lié son avenir à France Inter avec Léa Salamé. C'est-à-dire qu'il quitterait France Inter, mais en tout cas, il se verrait plus faire la matinale sans Léa Salamé. Un départ de Léa Salamé de la matinale pourrait créer la possibilité, du coup, d'avoir un Nicolas Demorand qui quitte la matinale.
Et là, ça voudrait dire un gros chamboule-tout pour France Inter. Faut-il être conscient de soi pour accepter de bosser 7 jours sur 7 comme ça? Bah, du coup, elle bosse 5 jours sur 7 parce qu'elle récupère ses week-ends euh, pour ça. Mais sinon, ont-ils une vie pour lire et flâner des connexions commencent ici? Bah ouais, 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 complètement, complètement. Surtout que bah, il y a une époque, je pense que Léa Salamé, elle a eu un enfant, elle avait envie aussi de passer du temps avec, et entre les activités de député européen de Raphaël Glucksmann et médiatique de Léa Salamé, ils ont dû perdre du temps comme avec leur enfant, donc je pense que c'est aussi des moments, là ils vont retrouver des week-ends, quoi, Léa Salamé va retrouver le week-end. Maintenant, est-ce que Nicolas Demorand va quitter la matinale? Dans le Parisien, il y a déjà un nom qui est sorti, celui de Thomas Negaroff, celui qui présente actuellement ses politiques, historien. Et donc Thomas Negaroff pourrait être le remplaçant de Nicolas Demorand. Maintenant, ça fait beaucoup d'hommes, c'est des départs de femmes. Sonia De Villers, Léa Salamé, Benjamin Duhamel qui arrive, Nicolas Demorand. Ça fait beaucoup de femmes qui partent. Ils vont avoir envie d'aller chercher une femme. Qui, comme femme, pour rejoindre la matinale de France Inter? Ah, là, ça mène du débat, des idées, je sais pas si vous en avez. Il y a Salia Braclia qui est sur le marché, pourquoi pas. Avec Thomas Negaroff, pourquoi pas. Un historien de France 5, une journaliste qui était à France Info, reconnue aussi pour son appétence pour l'information. Mais est-ce que Salia veut continuer à faire des matinales? Ça aussi, ça serait intéressant. Ma source pour les journalistes incarcérés, Le Figaro. Ok, Shawi, merci. C'est important de dire les sources, j'aime bien, souvent je vous embête quand vous dites des infos comme ça, mais c'est important, merci Shawi. Euh, donc ça va être intéressant de voir, est-ce qu'ils vont prendre une voie interne, est-ce qu'ils vont faire venir redescendre Fabienne Synthèse, qui, pour remplacer Demorand et Léa Salamé, tout est possible, mais sauf que bah, c'était la machine qui portait France Inter, qui permettait à France Inter d'être la première station de France, toutes stations confondues. Yann Barthès, on en parle, maintenant Yann Barthès, il ne sera pas. Il a tout intérêt à rester Demorand. Ouais, mais Demorand, après, il a fait sa carrière, hein, donc s'il demande une autre tranche, quelque chose d'autre, s'il a d'autres projets sur le côté, s'il veut relancer sa carrière d'auteur, d'écrivain, son bouquin sur sa maladie est un best-seller. Donc voilà, il y a des pistes qui peuvent s'amener à lui. Et dans les médias, il peut toujours y avoir cette interrogation de savoir exactement où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut pouvoir faire. Donc il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à Nicolas Demorand et je me fais pas trop de soucis. Patrick Cohen, il y a toujours... Parce que Patrick Cohen devait revenir à un moment... alors, il devait revenir où? À France Info. Et je crois que c'est ça. Et il avait eu le veto de comme elle s'appelle, Laurence Bloch, qui est toujours à la direction de Radio France. Et donc, j'ai du mal à imaginer un Patrick Cohen. J'ai du mal à, Doudou, j'ai du mal à imaginer un Patrick Cohen. Il n'est pas très critiqué en interne. Si, en plus, il y a eu des critiques. Il y a eu l'enquête de Mediapart qui était sortie. Il y a eu une enquête. Mais voilà. Là, ils vont quand même devoir chercher du lourd. Parce que Demorand, c'était un nom. Salamé, c'était un nom aussi. Ils vont devoir chercher du lourd. Ils ont du Hamel qui est important. S'ils ont Snegarov, bah, une voix féminine, ça pourrait être intéressante. Une famille de synthèse. Mais est-ce que cette nouvelle équipe pourrait conserver le public de France Inter? Ou alors, ils pourraient se retrouver à perdre des auditeurs dès les premières vagues d'audience. Donc ça va être aussi très intéressant à suivre. Et là, on va être encore dans un mercato assez palpitant à avoir, de se dire à quoi va ressembler cette matinale de France Inter, qui est la première matinale de France, qui a-t-il sur le marché, qui sera possible, est-ce que le public de France Inter, j'ai pas compris, enfin, Cohen sur CNews, j'y crois moyen, mon cher Balou, mais je pense que c'était une vanne de ta part. Donc voilà, on va être en attente. Je pense que c'est un sujet mercato qui devrait très vite arriver. À France Inter, ils ont été plutôt surpris du coup du départ de Léa Salamé, qui pensait vraiment pouvoir continuer. Un départ de Morand Salamé est un gros départ, est un départ important, qui peut remettre en question aussi les audiences de France Inter. Est-ce que le public français a une autre radio sur laquelle migrer? France Info, et ensuite, est-ce qu'il pourrait basculer sur du RTL? Est-ce qu'il pourrait basculer sur du RMC? RMC un peu moins, mais est-ce qu'il pourrait changer, avoir une autre manière d'approcher l'information?
aller vers du podcast. Voilà, il y a plein de possibilités de consommation de l'information qui évoluent. Et un demeurant Salamé était aussi des piliers assez importants de la matinale qui feraient un possible départ. Il y a plein de filles talentueuses comme Géraldine Mulman, tout à fait. Bah, très bon nom. Je cherchais des noms, c'est pas facile à trouver, Politique. Mais comme je sais que les noms, t'en as pas mal, ouais, c'est une bonne idée, Géraldine Mulman. Mais, euh, mais ouais, ça va être plutôt intéressant. Est-ce que tout n'est pas déjà joué point de vue mercato? Non, loin de là, on y est encore, on est dedans. De toute façon, jusqu'aux audiences radio, on va avoir du mouvement. Audience radio, en général, c'est à mi-juillet. On aura du mouvement. Et comme je vous le promets à chaque fois, on se fera une spéciale audience radio. La dernière fois, vous aviez kiffé ça et on se fera ça. Une matinale, c'est un rendez-vous avec des chroniques, l'incarnation qu'on peut, mais plaît quand même. C'est important. Il y a le côté doudou. C'est la matinale, les voix qu'on écoute, les matinales à la radio, c'est les premières voix qu'on entend le matin. Donc, si ces voix, tu les aimes pas, tu changes quand même. Au-delà des chroniques, il y a des chroniques, etc. En effet. Mais il y a besoin de créer une ambiance. Quelle rigolade ce monde médiatique. Ils pensent vraiment être des journalistes libres. Chameroy et Barthès, pourquoi pas la gaffe aussi. Tout à fait politique. Donc voilà, c'est en suspens, on verra ce qu'il y aura à France Inter. Est-ce que la grille va aussi évoluer? C'est possible, hein, il y a toujours des évolutions. Et donc je parlais de Salia parce que moi Salia, je trouve que c'est un nom qui était probable en fait pour la matinale de France Inter, puisque l'on a appris cette semaine que Salia Braclia quittait le rendez-vous de l'info du 8h30. Je crois que c'était encore une information du coup du Parisien. Elle y était depuis plusieurs années. On ne sait pas où elle allait. À la base, elle était prévue possiblement pour rejoindre C'est dans l'air. En début de semaine, ils ont fait des tests dans C'est dans l'air, où ils ont testé Salia Braclia et Aurélie Casse pour pouvoir animer C'est dans l'air. Pourquoi animer C'est dans l'air? Parce que Caroline Roux était susceptible de prendre le 20h de France 2, comme on en avait parlé en début de semaine. Malheur à elle, Caroline Roux a refusé, et donc il n'y a pas de jeu de chaise musicale. Salia a juste quitté France Info. Aurélie Casse reste à ses hebdo, pour le moment. Où ira Salia? Qu'est-ce qui reste comme place? Non, pourquoi? Encore, ton live n'est pas éligible. Je vais être obligé de relancer, les amis. Je vais changer la photo de Salia parce que je me refais bloquer. Il n'y a pas un live où je me fais pas bloquer. Donc, ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Je relance le live tout de suite. Donc, abonnez-vous. Je vous laisse quelques secondes pour vous abonner. Abonnez-vous parce que je dois relancer le live parce que là, je me retrouve encore bloqué. Je suis désolé. Donc voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner. Je le fais vraiment pas pour faire des appels, mais et je vais en profiter. Donc, vraiment, 2-3 minutes. Ça va pas durer longtemps. Ouais, c'est la photo du coup de Salia. Ça, c'est pas top.